Émission Entretien, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, soyez salués. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir Madame Jacqueline Lydia-Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Thème principal de ce numéro, l'action du ministère des PME pour l'emploi des jeunes. Madame la ministre, bienvenue dans cette émission. Merci de m'accueillir, monsieur le journaliste. C'est un honneur et un bonheur d'être ici et puis de participer à cette émission que je connais déjà et que j'apprécie. D'accord. D'entrée de jeu, Madame la ministre, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voudrions savoir quel est votre profil professionnel, selon vos compétences professionnelles avant de devenir ministre. Bon, j'avoue que je n'aime pas tellement parler de moi. Je préfère que ce soit les actions qui parlent. Je suis donc congolaise, j'ai 52 ans et avant d'être ministre, j'ai évolué au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pendant 23 ans. J'ai fait une carrière internationale. Avant cela, j'ai évolué dans le pétrole et où j'étais déjà comptable à l'époque et j'ai démissionné pour travailler dans l'humanitaire. Et enfin, depuis 19 ans, je suis entrepreneur. Et j'ai plusieurs entreprises. Merci pour toutes ces informations en ce qui concerne votre personnalité. En mai 2022, vous prenez les commandes du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Bien avant, vous étiez ministre de la Santé, donc vous avez géré le portefeuille de la Santé. Comment vous vous sentez dans ce ministère que vous dirigez maintenant? Mais je suis rentrée au Congo en 2014. Pour travailler en tant que coordonnatrice des marchés publics. À l'époque, c'était le ministère des Grands Travaux. Et un an après, j'ai été nommée ministre de la Santé, en effet, et Santé et Population, et ensuite ministre de la Santé, de la Population et de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement. Et enfin, ministre des PME et de l'Artisanat, du secteur informel d'abord, et ensuite ministre des PME et de l'Artisanat. Ça vous convient bien, ce ministère? Au PME et à l'Artisanat, je suis comme un poisson dans l'eau, puisque je suis experte en gestion d'entreprises publiques et privées. Et donc, c'est mon domaine d'activité, les projets et le secteur privé. Bien, actualité oblige, le président de la République, dans son message du 28 novembre dernier, donc journée du 66e anniversaire de la proclamation de la République, il a fait l'état de la nation et il a instruit le gouvernement à rendre plus opérationnel et performant le FIGA. Quelles dispositions pratiques allez-vous prendre pour relever ces défis? Le message à la nation du président de la République, sur l'état de la nation du président de la République, le 28 novembre, est une interpellation forte. Commencer son discours en parlant d'entrepreneuriat en général et du FIGA en particulier, nous interpelle tous, gouvernement comme population, pour nous dire que le président nous fixe un axe, nous fixe une voie à prendre et sur laquelle nous devons suivre. Vous savez que le FIGA est passé par d'énormes turbulences. Oui. Cela a défrayé la chronique. Oui. Heureusement. Ça fait un gros bruit avec 2 milliards qui s'est volatilisé sans justification. Voilà. Mais le président de la République lui-même a pris les choses en main et nous avons été instruits dès le départ, avant même que ce ne soit public, à mettre de l'ordre sur cette question et les résultats sont là. 2 ans après, le FIGA a été transformé en EPIC, de EPA EPIC, parce que l'émission du FIGA, public de caractère industriel et commercial, d'administration, tout à fait, parce que l'émission du FIGA ne cadrait pas avec celle d'un établissement public administratif, puisque le FIGA est une institution financière. Et donc, il gère des fonds publics, certes, mais travaille avec le secteur privé, génère de la ressource. Et donc, il fallait que le FIGA soit transformé en EPIC avec un conseil d'administration et une gestion beaucoup plus stricte des commissaires aux comptes, un service ou une direction de l'audit interne. Et donc, cela a été fait. Le FIGA a été transformé en EPIC et on peut saluer aussi l'appui
de l'Assemblée nationale, des élus du peuple, qui nous ont Ça a été voté au accompagnés. Parlement, les deux chambres. Tout à fait, qui nous ont accompagnés dans ce processus. Et ensuite, il y a eu la gouvernance qui a été justement renouvelée avec un nouveau directeur général, un directeur général adjoint, un président du conseil d'administration. Et enfin, s'est tenu le premier conseil d'administration, le conseil d'administration inaugural. Aujourd'hui, le FIGA qu'on connaît, qui travaille depuis 1 an, ce n'est pas le même FIGA d'il y a quelques années. Donc ça s'est transformé, le FIGA? Le FIGA a connu une transformation en profondeur. Oui. Non seulement par ses acteurs, mais aussi par ses missions et les ressources qui lui sont allouées. Alors, en termes de capital, qu'est-ce qui a été prévu pour faire fonctionner le FIGA? Aujourd'hui, le FIGA a été recapitalisé à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Donc, nous avons une opération a été menée pour que 25 milliards de francs CFA soient mis à la disposition du FIGA. Et je tiens à vous signaler que c'est pas de l'argent physique. C'est pas de l'argent physique et frais dans les comptes bancaires du FIGA. C'est un budget prévisionnel. Mais ce sont des titres qui capitalisent le FIGA et qui lui permettent de mener sa mission de garantie et de disposer de la pondération de la COVAC. Donc, pour pouvoir se positionner auprès des institutions financières, banques et microcrédits, de manière à apporter la garantie à des entreprises. Alors, Madame la Ministre, dans un contexte économique et financier difficile actuel, est-ce que vous pensez que le FIGA aurait-il des moyens nécessaires pour soutenir les projets des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, et les accompagner efficacement? Tout à fait. En dépit du contexte difficile, de la crise économique et financière, le FIGA a mené plusieurs actions cette année. Le bilan a été donné en partie lors du discours du chef de l'État. Vous savez depuis 2022, nous avons accompagné près de 10 000 entrepreneurs, dont 7 000 en matière de formation et plus de 2 900 en garanties diverses. Donc le FIGA aujourd'hui, oui, se donne les moyens à travers donc cette récapitalisation, mais aussi le FIGA continue à bénéficier de la TUS et nous avons plaidé pour que cette TUS soit ramenée à 20%. La TUS, c'est la taxe unique sur les salaires qui est allouée au FIGA. Et vous savez que le FIGA mène des missions d'utilité publique, c'est-à-dire en dehors de la garantie qui est une activité commerciale, nous avons des missions qui sont celles que les pouvoirs publics mènent à l'endroit des populations, notamment l'accompagnement et l'impulsion. Et donc, la TUS nous permet justement de faire toutes les missions d'impulsion, donc la formation, l'accompagnement pour faire des business plans, pour concevoir des business plans, l'accompagnement à la formalisation, ça c'est de l'impulsion. Et ensuite, il y a l'accompagnement en aval, après que vous ayez bénéficié d'un accompagnement financier, c'est-à-dire la gestion de votre entreprise, comment tenir sa comptabilité, comment vous respectez vos échéances de prêt. Donc, toutes ces missions de l'action publique qui sont assignées au FIGA, parce que le FIGA reste une structure, on le dit bien, c'est un EPIC, c'est un établissement public. Donc, à caractère industriel et commercial, mais ça reste un établissement public. C'est une structure de l'État et qui a des missions de l'État au service des populations. Est-ce que pour être éligible au FIGA, est-ce qu'il faut forcément avoir un projet ou on peut venir postuler parce qu'on a juste des idées? C'est une question qu'on nous pose souvent. On le dit toujours, tout l'écosystème PME a été créé pour que toute personne, de l'idée à la réalisation de son projet, puisse trouver l'accompagnement nécessaire. Donc, même si vous n'avez qu'une idée d'entreprise, une idée de projet, même si vous êtes encore étudiant, vous êtes une idée virtuelle, hein? Même une idée virtuelle, si vous avez toujours rêvé, je sais pas, de devenir designer, vous n'avez pas encore initié ou en tout cas structuré votre projet, vous pouvez
vous approcher de l'écosystème PME et du FIGA en particulier. Mais le FIGA n'est qu'un maillon de la chaîne de tout l'écosystème. Si vous arrivez au FIGA, vous n'avez pas encore structuré votre projet, on ne vous dira pas, Monsieur Batola, non, vous n'avez pas de projet, repartez. On vous dira, on va vous aiguiller vers la structure qui va vous aider à structurer votre projet, que ce soit la DPME ou un cabinet, de manière à ce que vous puissiez ensuite bénéficier de l'appui du FIGA. Le président a aussi parlé dans son discours, il a évoqué, il dit bien des milliers de jeunes ont été déjà formés par le FIGA pour la mise en œuvre de 2973 projets, ce qu'il précise dans son discours. Est-ce que ces projets sont viables? Et quelle sera la contribution du gouvernement pour justement dans le suivi, le développement de ces projets? Avant de répondre à cette question, j'aimerais insister sur le fait que le président de la République a parlé d'entrepreneuriat et a évoqué la création d'entreprises, a évoqué la formation à l'entrepreneuriat. Et quand nous parlons des projets, les projets qui ont été accompagnés aujourd'hui sont déjà des entreprises, puisqu'elles sont parties du projet à des entreprises viables. Pour bénéficier de l'appui financier, il faut déjà avoir été formalisé. Donc, ce sont des entreprises qui aujourd'hui existent et bénéficient de l'accompagnement du FIGA. Et ces entreprises ne sont pas seulement présentes à Brazzaville ou Pointe-Noire, c'est sur tout le territoire national que nous avons accompagné ces entreprises. Et les résultats sont là et palpables. Nous avons des entreprises aujourd'hui qui ont même obtenu des marchés avec des institutions internationales. D'accord. Alors après le FIGA, puisque le FIGA c'est un outil donc d'accompagnement, mais vous avez un autre outil, c'est l'agence de développement des petites et moyennes entreprises. Donc, est-ce que c'est aussi une solution pour la diversification de l'économie? Vous savez, le président de la République a mis en place depuis 2014 tout l'écosystème PME. Nous n'avons rien inventé. L'écosystème existe. Et l'écosystème PME, c'est l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises qui a cette mission de formation, d'accompagnement des entrepreneurs, d'information, de formation et d'aiguillage des entreprises. C'est aussi l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, le guichet unique, avec la facilitation à la création d'entreprises. Nous menons énormément d'initiatives. Il y a eu des grandes réformes. Dorénavant, nous créons des entreprises au Congo en 48 heures. Nous avons diminué le coût de la création de l'entreprise et nous avons également dématérialisé en grande partie la création d'entreprises. L'agence de développement des petites et moyennes entreprises et le FIGA, ça se confond pas? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et quand vous aurez compris tout l'écosystème, vous verrez que chacun est le relais de l'autre. Et l'agence de développement des petites et moyennes entreprises, c'est celui qui gère les incubateurs, qui forme sur la gestion des entreprises, ainsi de suite. Le FIGA, en réalité, ne fait pas de formation, mais accompagne la formation, c'est-à-dire finance la formation à travers les outils d'impulsion et d'accompagnement. Finance, donc en travaillant avec l'ADPME ou les incubateurs ou encore les cabinets qui accompagnent dans la gestion des entreprises. Donc le FIGA n'est pas un formateur des entrepreneurs, mais il finance cette formation. C'est-à-dire quand vous devenez éligible, le FIGA peut décider au lieu que vous payez le cabinet comptable qui va vous accompagner dans votre comptabilité, c'est le FIGA qui, pendant un certain temps, prend le relais, le fait avant que vous ne preniez vous-même le relais en tant qu'entrepreneur. D'accord, sur un aspect aussi qui est lié au FIGA, donc le chef de l'État a aussi encouragé l'initiative du conseil d'administration du FIGA de participer à la réinsertion de 20 000 jeunes dans le pool, dont 10 000 ex-miliciens ninja. Qu'est-ce qui a été fait concrètement et combien cela a coûté à l'État? En réalité, c'est une instruction du chef de l'État dorénavant d'accompagner 20 000 ex-combattants dans le pool. Sur initiative du chef de l'État lui-même, le gouvernement avait déjà mis ce produit à la disposition des populations à travers le FIGA. Nous avons un produit que nous appelons Bongwana, qui est destiné à la réinsertion des jeunes délinquants et ex-combattants. Et Bongwana, vous le définissez comment vous-même? C'est un outil qui permet
de financer les projets de réinsertion des jeunes. Et de relèvement aussi. Et de relèvement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes un jeune, un ex-délinquant, si vous décidez de vous former en maçonnerie ou en plomberie ou devenez agriculteur, nous finançons la formation et nous vous donnons un accompagnement pour que vous puissiez devenir entrepreneur et avoir votre propre activité économique. Et nous vous accompagnons pendant un certain temps pour mener à bien cette activité économique. Cela concerne donc le département du Poul, mais cela concerne également le reste du territoire national. Ça veut dire que vous allez reproduire l'expérience dans les autres départements aussi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Le gouvernement, par le biais de votre ministère, a lancé en juillet dernier un programme, un jeune, une entreprise. Donc pour créer 10 000 entreprises, ce que vous avez fait comme objectif. Alors comment évolue ce programme et quel bilan faites-vous après 4 mois de vie de ce programme? Un jeune entreprise est né de l'annonce du chef de l'État qui a déclaré l'année 2024, année de la jeunesse. Nous avions déjà à régler la problématique de la formalisation des jeunes qui sont déjà en activité. Et donc, nous avons saisi l'occasion de présenter au gouvernement ce projet dans le cadre des projets pour l'accélération du PND, dans le cadre des actions à l'endroit de la jeunesse. Et ce projet consiste en réalité à lever une des barrières importantes à la formalisation, à l'entrepreneuriat. C'est le coût de la création d'entreprises. Ça veut dire quoi, la formalisation? Ce qui nous souhaiteraient bien comprendre, puisque ce sont des jeunes qui veulent être... Tout à fait. Avoir des connaissances précises. Tout à fait. La formalisation, c'est vraiment... en réalité, tant que vous n'avez pas encore vos papiers, vous n'êtes pas allé vous enregistrer à l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes dans l'informel, mais vous n'êtes pas entrepreneur. Et souvent, les jeunes ne se formalisent pas parce qu'il y a le coût. Ça coûte 100 000 francs pour formaliser une entreprise individuelle, mais aussi parce qu'ils se disent qu'il va y avoir des tracasseries. On préfère rester dans le flou et il va y avoir des tracasseries, des agents fiscaux, et ainsi de suite. En réalité, nous nous disons aux jeunes, non seulement on va réduire le coût à la formalisation, au lieu de payer 100 000 francs, vous allez payer 25 000 francs. Le gouvernement et ses partenaires payent 75 000 francs. Donc, on vous facilite l'accès. Mais dès que vous formalisez, vous avez accès à tous les services de l'État. L'accompagnement technique, l'accompagnement financier. Vous pouvez bénéficier de l'appui du FIGA. Mais avant la formalisation, vous passez par une courte formation pour vous outiller en tant qu'entrepreneur. Donc, dès que vous postulez au programme Un jeune entreprise, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises vous offre une formation gratuite pendant quelques jours. Ça ne dure pas une semaine, hein, c'est quelques jours pour vous outiller en matière d'entrepreneuriat. Et quelles sont les conditions pour bénéficier de ce programme? Donc, d'abord, vous êtes formé. Ensuite, vous allez vous formaliser à 25 000 francs au lieu de 100 000 francs. Et ensuite, quand vous êtes formalisé, on ne s'arrête pas là. Vous bénéficiez toujours de l'accompagnement de l'ADPME, mais aussi du FIGA. L'ADPME pour vous aider à mettre en place votre comptabilité, préparer vos dossiers bancables. Et aussi le FIGA si vous avez besoin de financement. Pour être éligible, c'est très simple, il faut être de nationalité congolaise. Il faut être jeune, de 18 à 35 ans. 35 ans. Et moi, je pense que les jeunes, jusqu'à 40 ans. Même à 40 ans. À 40 ans, on est encore jeune. Donc, nous avons tout à fait, comme vous, hein, comme vous l'avez anticipé, nous avons ce produit, nous l'avons prévu pour les jeunes qui vont jusqu'à 40 ans. Donc, il faut avoir entre 18 et 40 ans. Élargir une fourchette pour donner la chance à tout le monde. Pour donner la chance à tout le monde, pour ne laisser personne de côté. Et ensuite, il faut... Alors là, ça rejoint votre question de tout à l'heure. Il faut seulement avoir une idée d'entreprise où vous êtes plus avancé, vous avez déjà une idée structurée avec un business plan, où vous êtes déjà en activité quelque part, mais vous n'avez jamais pour formaliser votre entreprise, vous êtes encore dans l'informel. Donc, ça vise ces 3 catégories et le niveau d'éducation ne compte pas du tout.
Ça s'adresse à tout le monde, même si vous êtes étudiant, vous n'avez jamais fait des grandes études ou vous êtes doctorant quelque part. Il n'y a pas de niveau d'études demandé. Nous avons des personnes qui vous accompagnent selon votre niveau de compréhension et pour vous aider à structurer votre projet et vous dire est-ce que ce projet est bancable, est-ce que ce projet répond aux besoins autour de vous et qu'il pourra être donc rentable et s'il pourra générer ou devenir une entreprise prospère. Madame la ministre, dans la même période, vous avez lancé la caravane de l'entreprise pour enrôler les porteurs de projets et sensibiliser aux opportunités de création d'emplois. Quels sont les résultats à ce jour? Avant d'en arriver là, je tenais à vous donner une information importante. Oui. Nous avons lancé le projet Un jeune, une entreprise au mois de septembre de cette année. Le lancement officiel par le gouvernement et notamment par le Premier ministre chef du gouvernement se fera bientôt, en début d'année. Mais à ce jour, nous avons déjà atteint plus de 800 entrepreneurs qui se sont présentés à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Et une grande partie d'entre eux ont été formés et se sont formalisés à 25 000 francs CFA. Et nous visons 10 000 jeunes, 10 000 entreprises. Et 10 000 entreprises. C'est pas trop ambitieux? En réalité, non. Nous, on a la capacité de créer plus de 1000 entreprises par mois. Donc, il suffit que les gens viennent s'inscrire. La capacité, nous l'avons. Et les 10 000 entreprises devraient générer un minimum de 30 000 emplois sur 12 mois. Une entreprise crée en réalité près de 5 emplois. Et nous avons pris la fourchette la plus basse en disant, nous espérons qu'en 12 mois, nous aurons ainsi généré 30 000 emplois. Et donc ici, il s'agit d'inviter les jeunes qui hésitent encore à venir s'inscrire à ce programme Un jeune, une entreprise, qui a été designé, qui a été conçu spécialement pour répondre à leurs besoins. Et chaque entrepreneur est particulier et nous veillons à ce que les besoins de chaque porteur de projet soient réalisés à travers ce projet Un jeune, une entreprise. Je reviens un peu à la charge. On sait qu'on sait la caravane de l'entreprise. Oui, parce que je tenais à lier les deux, parce que pendant la caravane, nous sommes en train de sensibiliser sur Un jeune, une entreprise aussi. Nous avons lancé la caravane de l'entrepreneuriat en mars 2024, avec pour but de sensibiliser sur la création d'entreprises, de booster les opportunités sur le plan local, puisque la caravane sillonne l'Interland, sillonne l'intérieur du pays. Et la caravane de l'entrepreneuriat a déjà connu 7 étapes. Nous avons commencé à Kintélé, nous avons été à Igné, nous avons été à Ngo, à Djambala, à Gambouma. Nous avons aussi été à Wando et même Ivo. La prochaine étape à Oyo, avant d'aller dans la Likwala et dans la Sangha. En termes de proximité dans la gestion de ces projets, donc en dehors de Brazzaville, parce que vous êtes ici à Brazzaville, mais dans les autres localités qui pilotent ces projets? Déjà, quand nous déplaçons, certes, Madame la ministre n'y va qu'1 ou 2 jours, mais les équipes restent 1 semaine dans chaque localité. Nous avons également nos directions et nos antennes départementales qui sont sur place, qui assurent le suivi. Le message que nous passons quand nous allons, c'est d'abord de dire que vous n'avez plus besoin de venir à Brazzaville ou d'aller dans les grands centres pour bénéficier des services spécialisés de l'écosystème PME. Les services viennent à vous, donc saisissez cette occasion. Mais surtout, nous encourageons les jeunes à se formaliser et à saisir les potentialités, les opportunités locales pour réaliser leurs projets d'entreprise. Nous les outillons pendant 1 semaine. Là aussi, il y a des formations qui sont faites et nous les accompagnons à la formalisation. Et dès qu'ils sont formalisés, ils peuvent bénéficier de tous les outils d'accompagnement, pas seulement ceux du FIGA, parce que nous avons un autre fonds, le fonds d'appui et au développement des PME, qui donne des appuis
en matériel et en équipement. Donc le but, c'est que vraiment, nous créons nos entreprises et puis nous les accompagnons. Et j'insiste, quand on parle de création d'entreprises, ce n'est pas forcément des grandes entreprises où il faut acheter un avion, un tracteur. Non, vous êtes chauffeur de taxi-moto, mais vous êtes entrepreneur. Alors, Madame la Ministre, de nombreux observateurs ont l'impression que le gouvernement s'engage à de nombreux projets au même moment et n'arrive pas à canaliser ses énergies. Est-ce que ne voyez-vous pas que qui embrasse trop mal les trains? En matière d'insertion socio-professionnelle et de résorption du chômage, les besoins sont importants. On n'en fera jamais assez. Voyez-vous, avec la caravane, aujourd'hui, nous avons pu payer près de 3800. Est-ce que c'est assez? Ce n'est pas assez. Il faut en faire encore plus. Et le président de la République lui-même nous y invite dans son adresse à la nation récemment. Et donc, oui, je pense qu'au contraire, on devrait encore multiplier les projets. Nous en avons plusieurs, et non seulement au sein du ministère des PME et de l'artisanat, mais au sein du gouvernement, pour accompagner les jeunes à s'autonomiser et à s'insérer économiquement. Donc, nous allons continuer à proposer aux Congolais des options, parce qu'il n'y a pas qu'une seule option, il y en a plusieurs. Des options. Vous multipliez les options? Des options. Pour multiplier les chances de réussite? De réussite pour les jeunes, pour les populations, pas pour le gouvernement. C'est pour les jeunes. Pour le gouvernement aussi. C'est la réussite parce que nous sommes un service public et notre rôle, c'est de répondre aux besoins de population. Le service public ne vit que parce qu'il répond aux besoins de population. Bien, Madame la Ministre, on va changer un peu de chapitre. Du 13 au 25 août dernier, votre ministère a organisé la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo. Donc, foire focalisée sur les défis et perspectives de la transformation locale par, disons, des ressources naturelles par les artisans. Quel commentaire faites-vous sur la tenue de ce marché international de l'artisanat? Vous savez, je tiens à vous dire que en matière d'impact, et vous nous disiez tout à l'heure que nous multiplions des projets. Vous savez qu'il y a 3-4 ans, on parlait très peu d'artisanat, on parlait très peu d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat. La mayonnaise a pris, tout le monde parle d'artisanat. Chacun veut son marché artisanal, chacun veut vendre ses produits, chacun veut créer son entreprise. Nous voyons des jeunes aujourd'hui qui ne pensent même plus au fonctionnariat ou au salariat, et qui veulent être autonomes autrement. Donc, la Foire internationale de l'artisanat du Congo est une initiative du gouvernement, encore une fois inspirée par le président de la République dans son programme de société. Et c'est un outil qui nous manquait. C'est un outil qui permet d'avoir un espace d'expression national et international pour nos artisans, pour montrer notre artisanat. Mais c'est aussi un espace d'expression pour l'artisanat africain. Nous avons lancé la première édition en 2022, qui a connu énormément de succès. Et nous avons lancé la deuxième édition, nous avons tenu la deuxième édition en 2024. C'est une obligation également de l'Organisation pour le développement de l'artisanat, qui demande à ce que chaque pays puisse avoir une activité d'exposition ou une activité foraine pour mettre en valeur les artisans. Comment voyez-vous la qualité des œuvres des artisans? Les premières activités foraines que nous avons organisées dès 2021 étaient assez laborieuses. Nous avons dû faire un travail sur nos artisans, mais on peut dire que nos artisans n'attendaient qu'on leur tende la main. Parce que depuis qu'on leur a tendu la main, nous avons fait un bond qualitatif et même quantitatif. Les initiatives sont nombreuses. Nos produits sont prisés et sont même consommés et demandés à l'international. Mais en termes de prix, de nombreux visiteurs se plaignent quand même du que les articles sont un peu plus élevés, proposés à des prix un peu plus élevés. Et certes, vous avez la même impression? Certes, nous devons faire, tout à fait, nous devons faire un effort, non seulement pour continuer à améliorer la qualité de nos produits, mais faire que les matières premières puissent être plus accessibles, notamment les emballages qui plombent en fait
les prix de nos produits, parce que nous ne produisons pas des emballages localement. Nos artisans sont obligés d'importer des emballages à des coûts assez importants, ce qui augmente Ça a une incidence sur le produit final. sur le produit fini. Tout à fait, vous avez raison. Et donc, oui, on reconnaît on doit poursuivre le travail dans ce domaine. Mais en termes de visibilité, nous avons couvert des reportages où on constate que les artisans parfois ont soif et ils trouvent que d'abord le temps est court pour écouler les produits et puis il n'y a pas trop de visibilité. Est-ce que c'est aussi quand même de votre responsabilité qu'il y a moins de communication sur ces genres d'événements les événements qui sont importants? Nous avons quand même fait des efforts en matière, comme je disais, on a fait un bond important en matière de communication autour du travail de nos artisans. Nous tenons plusieurs activités, salons, expositions, foires, tout au long de l'année. Il ne se passe pas 2 mois sans que Brazzaville ou l'intérieur du pays vibre d'une activité quelconque, qu'elle soit artisanale ou de promotion de l'entrepreneuriat. Le peu de ressources que nous avons, nous l'utilisons pour vraiment surtout travailler au bénéfice des artisans et des entrepreneurs, de manière à mener ces activités. Nous avons certes effectivement très peu de ressources pour communiquer. Pour communiquer, nous comptons souvent sur vous. Quand vous voulez bien faire le relais de nos activités. Nous sommes toujours là pour voilà, communiquer. tout à fait. Et sur nos partenaires qui financent souvent ce volet. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas des budgets qui nous permettent de financer la communication. Voyez-vous, nous sommes en train de mener la caravane, de même que le projet Un jeune entreprise. Vous ne voyez aucun spot quelque part, parce que nous n'avons pas de ressources pour couvrir ce volet communication. Mais nous concentrons la ressource que nous avons pour que cela bénéficie directement aux entrepreneurs et aux artisans. Madame la ministre, vous avez été portée à la tête du CODEPA. Je crois que c'est le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique. Quelles sont réellement, clairement vos missions et que gagnerait le Congo en dirigeant une telle organisation panafricaine? Il faut dire que le CODEPA est devenu ODEPA à Brazzaville. Donc, nous sommes devenus l'organisation pour le développement de l'artisanat et la promotion de l'artisanat africain. Brazzaville donc a apporté ce nouvel élan à l'ODEPA et nous avons eu une insigne honneur grâce au talent du président de la République et la bienveillance du Premier ministre, chef du gouvernement qui a porté ce projet. Nous avons eu l'insigne honneur d'être portés à la tête de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, l'ODEPA. On connaît peut-être très peu l'ODEPA au Congo, mais c'est une organisation importante qui réunit plus de 28 États africains au niveau ministériel. Donc c'est un conseil des ministres de l'artisanat de toute l'Afrique. Et à la tête de cette organisation, le Congo va bénéficier d'un pouvoir certain dans le domaine, dans la diplomatie économique et notamment dans le secteur de l'artisanat, mais aussi va pouvoir avoir une très grande visibilité et la visibilité de ses artisans et de son artisanat. Mais c'est surtout une grande responsabilité, M. Batola, parce que nous devons conduire les destinées de l'ODEPA, l'amener à s'arrimer à l'Union africaine. L'ODEPA rencontre quelques difficultés pour mobiliser de la ressource financière et nous devons donc proposer des solutions. Et nous avons commencé à le faire pour renflouer les caisses de l'ODEPA. Et nous espérons faire porter par le président de la République qui a été désigné ambassadeur de l'artisanat africain pour cette année. Nous espérons lui faire porter notre plaidoyer auprès de ses pairs pour que l'artisanat bénéficie d'un pourcentage des budgets dans tous les pays africains. C'est-à-dire, vous le savez peut-être déjà, il y a des textes africains qui imposent aux pays africains un pourcentage dédié à la santé, un pourcentage dédié à l'éducation,
un pourcentage dédié à la culture, un pourcentage dédié au sport. Mais nous voulons arriver au stade où nous allons également obtenir qu'il y ait un pourcentage dédié à l'artisanat, qui est le plus grand employeur africain. C'est un plaidoyer. Le plus grand employeur africain est congolais. C'est l'artisanat qui emploie le plus de personnes au monde. Et en Afrique comme au Congo, cela ne fait pas exception. D'accord, Madame la ministre, nous sommes quasiment à la fin de cette émission, mais on voudrait quand même avoir votre perception de l'entrepreneuriat au Congo, particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Oh, vous savez, l'entrepreneuriat au Congo a des belles perspectives. Les Congolais s'adaptent très facilement. Certes, l'entrepreneuriat n'était pas dans notre logiciel, mais depuis quelques années, nous avons commencé à faire un changement de paradigme et à comprendre que l'entrepreneuriat, ce sera la voie pour notre diversification, pour la diversification de notre économie, pour le développement de notre pays, mais surtout pour nous-mêmes, pour notre évolution personnelle et notre insertion sociale, pour sortir du chômage, de la précarité, pour générer de la richesse pour nous-mêmes, pour nos familles. Je dis toujours qu'il faut vraiment que les Congolais apprennent à ne plus avoir honte de devenir riches. Quand on travaille et qu'on gagne son argent, on mérite d'être riche et de le montrer. Donc, ce n'est pas une honte. Et donc, on peut le devenir par l'entrepreneuriat quand on a gagné dignement son argent. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi la solution à la substitution des importations. Donc, l'import-substitution passe par là, l'inclusion financière passe par là, la bancarisation passe par là. Donc, c'est vraiment la voie qui nous sortira du sous-développement et donc les Congolais l'ont compris. L'entrepreneuriat a des belles perspectives. Alors, et le gouvernement n'est pas resté, on reste, a tout mis en œuvre. Je ne vous ai pas cité tout l'écosystème, mais tout l'écosystème des PME, l'Agence nationale pour la promotion de l'artisanat, la CPCE, l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, la DPME, l'Agence pour le développement et la promotion des entreprises, le FIGA, que vous connaissez tous. D'accord. Il y a tout un environnement. D'accord. Et pour conclure, vous auriez une préoccupation qui vous tient à cœur? Je voudrais inviter les Congolais à faire confiance à tout l'écosystème qui a été mis en place et à saisir ces opportunités. Les Congolais ne les saisissent pas encore assez, à se formaliser, à créer leur entreprise, à bénéficier de tous les appuis que non seulement le ministère des PME, mais tout le gouvernement, à travers d'autres outils au sein d'autres départements ministériels, qui ont été mis en place pour accompagner les entrepreneurs dans certains secteurs précis, et puis de tous les appuis de nos partenaires. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat bénéficie d'énormément d'accompagnement, mais les Congolais ne saisissent pas encore cette opportunité. Je lance toujours un défi aux jeunes. Et c'est ce que nous faisons avec la caravane, on leur dit « osez entreprendre ». Nous avons fait notre part, donc en tant que gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Kouliné-Makuso, le président de la République, le premier à avoir mis en place tout cet écosystème, et nous qui sommes à la manœuvre, sommes à la disposition des Congolais, et nous les attendons. Qu'ils osent entreprendre et nous les accompagnerons. D'accord. Madame la ministre, en tout cas, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, de venir à cette émission répondre aux préoccupations même des Congolais, des jeunes, en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Prenez bien soin de vous. Au revoir.